22 heures, mesdames et messieurs, et nous sommes le dimanche 9 juin. Bienvenue sur Télé Djibouti pour suivre cette édition de la soirée. Au sommaire ce soir. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles s'est entretenu avec une délégation égyptienne dans son cabinet. Et dans l'actualité internationale, l'armée israélienne lance une offensive à grande échelle et sans précédent contre un camp de Nuseirat dans la bande de Gaza. Voilà pour les titres. Merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Mais avant de développer ces titres, ce message de félicitations du chef de l'État au Premier ministre indien. Le président Ghili a adressé un message de félicitations au Premier ministre indien Narendra Modi, reconduit à la tête du gouvernement de son pays suite à la victoire de sa formation politique aux récentes législatives indiennes. À travers son renouvellement de confiance avec votre formation politique et par voie de conséquence à votre reconduction à la tête du gouvernement de votre pays, le peuple indien fait indubitablement le choix de l'expérience sur l'improvisation, a écrit le président de la République dans le télégramme envoyé à Modi. Je forme le vœu sincère que la mandature nouvelle qui s'ouvre sous votre leadership soit source davantage de bien-être, de progrès et de prospérité pour votre nation, a dans le même document noté le président de la République, Ismaël Omar Guelleh. La République de Djibouti se réjouit de la qualité des liens d'amitié et de coopération qu'elle a partagé avec la République de l'Inde et n'aura de cesse d'œuvrer toujours au renforcement de ses relations privilégiées, a également précisé le président de la République, réitérant ses chaleureuses félicitations au Premier ministre indien Narendra Modi. Le ministre de la Santé, Dr Ahmed Robleh Abdillah, a présidé une cérémonie de clôture hier matin. Les travaux de l'atelier de validation sur la stratégie nationale de lutte contre les cancers, c'était à l'hôtel Djibouti Palace Kempinski, ont assisté à la cérémonie Mohamed Ali, secrétaire général du ministère de la Santé, la représentante du bureau de l'OMS, la représentante de l'UNICEF à Djibouti, la directrice des programmes et le coordinateur du programme de lutte contre les cancers. La tenue de cet atelier donc, est de renforcer la lutte contre les cancers à travers des interventions à fort impact de la santé publique. Le ministère de la Santé, par le biais de la direction des programmes de santé prioritaires, a élaboré donc un plan stratégique de lutte contre le cancer en République de Djibouti. La validation de ce document est intervenue le jeudi 6 juin à Djibouti avec la participation d'une cinquantaine d'acteurs issus des hôpitaux, de la société civile, des organisations internationales ainsi que des responsables sanitaires. Dans son intervention, donc, le ministre de la Santé a déclaré que les 3 derniers jours qu'on a assisté donc, à ces échanges et les discussions intenses a été une chose très donc louable pour le ministère de la Santé. Écoutons à présent la représentante de l'OMS. Ils font l'histoire ici. Donc, merci bien, je vous félicite de faire ce travail. Monsieur le ministre, à la première visite chez vous, vous m'avez précisé vos priorités. Les maladies non transmissibles et le cancer étaient l'une des priorités. Donc, ça nous donne beaucoup d'optimisme d'avoir cette volonté et engagement au plus haut niveau du ministère de Santé et des autres secteurs dans le pays. Et pour sa part, le ministre de la Santé a félicité les différents participants pour leur contribution et faire avancer donc la lutte contre les cancers ainsi que l'élaboration et la validation de la première stratégie nationale de lutte contre les cancers. Les propos du ministre de la Santé. Un immense plaisir que je suis donc ici à Kempinski ce matin à la clôture de cet atelier d'élaboration et de validation de la première stratégie nationale de lutte contre le cancer, mais également la création du registre national du cancer. Durant les 3 derniers jours de travaux, nous avons assisté à des échanges fructueux, des discussions intenses et à une collaboration exemplaire qui ont tous contribué à l'avancement de notre objectif commun, qui est celui de renforcer la lutte contre les maladies non transmissibles et surtout
la lutte contre les cancers dans notre pays. Mesdames et messieurs, comme vous le savez, le cancer est une pathologie complexe, multifactorielle, qui n'est pas liée à l'origine, donc à l'hérédité, mais qui est liée à des multiples facteurs de risque. L'incidence du cancer croît considérablement donc, avec l'âge, mais également en raison probablement de l'accumulation croissante des facteurs de risque et du fait que le mécanisme de régénération cellulaire tend généralement à perdre leur efficacité au fur et à mesure donc, du vieillissement. Les mal causés donc, à la société par le cancer est immense, non seulement en termes de souffrance humaine des patients, de leurs familles, mais aussi en termes de charges économiques, mais également de charges sur le système de santé dans sa globalité. En effet, le nombre global des cancers a doublé ces dernières années et on estime que ce nombre va encore tripler d'ici 2030. À l'heure actuelle, 30 à 50% donc de ces cancers peuvent être prévenus en évitant certains facteurs de risque et en appliquant des stratégies de prévention qui reposent sur des données probantes. On peut aussi réduire la charge du cancer grâce à une détection précoce et un traitement et une prise en charge précoce et appropriée des patients. Le gouvernement de Djibouti, soucieux donc de la santé de la population, a décidé de prendre à bras le corps cette problématique de santé publique qui est celui du cancer, en mettant les efforts sur la prévention et le diagnostic précoce. Je vous le disais dans les titres, le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, a reçu aujourd'hui dans son cabinet une délégation égyptienne composée de l'ingénieur Ahmed Nadi Mohamed, le directeur général de maintenance NREA, le docteur Mohamed Hussein Abdelghani, directeur du département de coopération internationale avec l'Afrique, avec l'ingénieur également Madiha, chef du secteur des affaires techniques, ainsi que l'ingénieur Shaban Ali dans l'optique de finaliser un projet de construction d'une centrale solaire de 250 kW à Omar Jaga. Ce projet est l'aboutissement d'une longue discussion entre le ministère de l'Énergie et Djibouti avec l'électricité et les énergies renouvelables. Par ailleurs, il témoigne de la bonne relation de notre pays avec la République frère d'Égypte. Le ministre de l'Énergie chargé des ressources naturelles a souligné que le ministère ne ménagera aucun effort pour électrifier les villages et les localités loin des réseaux et des projets d'électrification rurale. Il est prévu que le projet démarre le 9 août, a indiqué une responsable de la délégation égyptienne qui a d'emblée remercié le ministre de l'Énergie et s'est dit prête à travailler davantage sur ce projet et bien d'autres. Du côté djiboutien, c'est le directeur de l'énergie, M. Goulid Mohamed Jama, qui a pris la parole. Il a indiqué que le projet contribuera à renforcer l'électrification dans les zones rurales en République de Djibouti. Voici les propos. Nous avons reçu une délégation égyptienne de la part du ministère de l'énergie égyptien, en collaboration avec le ministère de l'énergie à Djibouti, un projet d'électrification rurale d'une mini-centrale de 250 kW sur un site de Marjaga à Djibouti, qui rentre dans le cadre d'un programme d'électrification rurale. Cette coopération est de longue date et nous sommes heureux d'accueillir aujourd'hui la délégation, ce qui va concrétiser le début des travaux, Inch'Allah, très bientôt. Nous espérons compléter ce qui est contractuel d'ici les 2 prochains mois et donc on peut espérer un début des travaux d'ici août-septembre, Inch'Allah. Autre volet d'information présidé par le ministre Younis Ali Guedi, cette fois-ci relative au monde footballistique. Le ministre de la région a posé la première pierre du futur terrain et un siège pour le football club d'Arta. Le ministre de l'Énergie, chargé des ressources naturelles, Younis Ali Guedi, qui est également ministre de la région d'Arta, a procédé hier à la pose de la première pierre du futur terrain de foot et du siège du football club d'Arta. L'événement qui s'est déroulé à quelques mètres de l'académie militaire a vu la présence de plusieurs personnalités, dont la députée de la région Aïcha Mohamed, le préfet de la région d'Arta Hassan Dabali, le directeur général de la Société internationale des hydrocarbures de Djibouti, Dabar Adawi Ladié, le président de la jeunesse d'Arta, Abdelai Ousmane Darar,
ainsi que le président du Football Club d'Arta, Idriss Ali Roblé. Pour la petite histoire, sachez que le bénéficiaire de cette initiative d'envergure est une formation footballistique issue de la région d'Arta, créée en 2018, sacré champion de la 3e division dans la saison 22-23. Le club vient de réaliser un nouveau exploit en devenant vice-champion de la 2e division de la saison 23-24 et accède de facto en première division la saison prochaine. Pour encourager dans ce sens, le FC Arta a l'honneur de se faire construire un terrain de foot grâce au plaidoyer du ministre issu de la région. Après cette étape, le ministre et les personnalités présentes à l'événement ont participé à une cérémonie dédiée donc à récompenser les efforts et les résultats remarquables de l'équipe FC Arta. L'équipe d'Arta, et surtout au président et à son staff, aux joueurs, à tous ceux qui ont de près ou de loin participé vraiment à cet engouement ou à cette victoire qui, l'année dernière, vous êtes passé de la 3e division à la 2e division. Aujourd'hui, vous passez en D1. Vraiment, c'est pas tous les jours qu'on voit un club faire ça. Vraiment, bravo. Bravo. Donc ça démontre aussi l'organisation et l'administration de ces clubs dont le ministre a voulu aussi renforcer par la construction d'un terrain d'entraînement et puis un siège pour le club. C'est vrai, une équipe doit se structurer. Le haut niveau toujours demande beaucoup de rigueur, beaucoup de travail. En première division, vous allez être confronté à beaucoup de difficultés, mais j'exhorte encore les sponsors à être encore plus... Vous savez, il y avait une équipe d'Ali Sabier qui s'est qualifiée il y a quelques années, il y a peut-être 15 ou 20 années, c'est Egypte Telecom qui avait pris cette équipe en main. Aujourd'hui, toujours cette équipe existe et aujourd'hui, elle participe aux Coupes de clubs champions. Donc, c'est une des meilleures clubs de la République. Donc, si vraiment il y a de bons sponsors pérennes, ces jeunes-là peuvent faire quelque chose, monsieur le ministre. Donc, il faut... Voilà, et encore une fois, félicitations. Toujours le sport, c'est du travail, c'est de rigueur, c'est toujours de la continuité. Vous êtes jeune, comme a souligné le ministre. Et puis, bon vent. Et on est à vos côtés. Et pour sa part, le ministre de l'Énergie, Younis Ali Guédi, a salué les succès de cette équipe. Il a ensuite exhorté les dirigeants du club d'utiliser ce terrain comme un outil d'encadrement et de formation. Arta est un jeune club, un petit club, qui doit grandir. Et nous avons dans cette perspective aussi donné les moyens pour que ce club soit aussi autonome et s'autofinance lui-même. Et avec les instructions du président de la République, Al-Hajj Ismaël Omar Guelleh, et avec la construction du musée du mémorial d'Arta, nous avons eu les instructions aussi d'offrir à la jeunesse d'Arta et à l'équipe d'Arta ce terrain, un terrain d'entraînement et un siège juste à côté du musée. Nous allons commencer la construction du siège et aussi au terrain d'entraînement du club. C'est là que vous allez laisser votre empreinte et c'est là auquel aujourd'hui, après quelques mois de construction, le club aura un siège, aura une organisation et aura un bureau pleinement fonctionnel qui va gérer
les affaires du club du FC Arta. Les clubs jeunes, on se construit tout doucement. Vous allez être l'un des principaux clubs de 2-1 qui a un siège, qui a un terrain d'entraînement propre à lui. Et Inch'Allah, avec nos sponsors et partenaires, nous allons aussi solutionner aux nombreux problématiques qui s'opposent, comme le transport, les logements de joueurs, etc. Donc aujourd'hui encore, je suis extrêmement fier. Nous sommes là, les autorités de la région sont là, les natifs de la région sont là, les sponsors et partenaires sont là, et nous allons soutenir. L'actualité de ce 22h, c'est aussi la première édition de la chasse au trésor. Le secrétariat d'État chargé des sports, en partenariat avec le ministère du Commerce et du Tourisme, le ministère de la Communication chargé des postes et des télécommunications, a organisé la première édition de la chasse au trésor. C'était à l'île Moucha. Le soleil n'était pas encore levé sur l'île Moucha quand les premiers participants ont commencé à affluer. 5 équipes de 5 joueurs chacune se préparaient pour une journée intense de compétition. La première édition de la chasse au trésor promettait d'être une aventure inoubliable. À 6 h du matin, le coup d'envoi a été donné. Les équipes composées de jeunes amateurs d'aventure et de passionnés de jeux d'esprit ont embarqué pour une série de défis physiques et ludiques, repartis sur plusieurs points stratégiques de l'île. Ces défis incluaient des courses d'orientation, des épreuves de force, des casse-têtes complexes et des activités nautiques qui ont testé les limites de chaque participant. Le secrétaire d'État chargé des sports, Hassan Mohamed Kamil, a déclaré que cet événement est une formidable occasion de promouvoir non seulement l'esprit d'équipe et la compétition saine, mais aussi de mettre en valeur la beauté naturelle de l'île Moucha. Nous sommes ravis de voir une telle participation et enthousiasme, a-t-il martelé. La compétition était féroce mais amicale, chaque équipe donnant le meilleur d'elle-même pour décoder les indices et surmonter les obstacles. Après plusieurs heures de courses effrénées et d'efforts acharnés, une équipe s'est finalement distinguée en découvrant le trésor caché. La cérémonie de remise des prix organisée en fin de journée a vu cette équipe victorieuse recevoir un chèque de 100 000 de nos francs. La joie et la fierté étaient palpables alors que les gagnants célébraient leur triomphe. Il faut noter que la garde-côte a déployé tous les moyens nécessaires pour assurer donc le succès de l'événement, la chasse au trésor. Du transport des participants jusqu'à la sécurité en passant par le service médical, les agents de la garde-côte sont assurés de la plus belle manière. L'événement donc s'est conclu avec un repas convivial et des animations musicales permettant à tous de se détendre et de profiter de l'ambiance festive. Les responsables ont exprimé donc leur satisfaction quant au déroulement de cette première édition et ont déjà commencé à planifier les améliorations et innovations pour l'année prochaine. Vivement donc la seconde édition. La secrétaire générale du secrétariat d'État et des Sports, Mme Khadija Ibrahim Idriss, a félicité les participants pour leur esprit sportif et leur détermination. Le secrétariat d'État chargé des sports a opté à organiser la grande chasse au trésor. En collaboration avec le ministère du Commerce, en collaboration avec le ministère aussi de la Communication, la garde-côte. Nous avons voulu organiser cette grande chasse au trésor à l'île Moucha parce qu'il y a aussi une découverte et une exploration pour les jeunes. Ces jeunes qui n'ont pas l'accessibilité d'être souvent à l'île Moucha. Pour certains, c'était la première fois qu'ils venaient et c'était la première fois qu'ils passent à des événements pareils. Et ils ont été impressionnés. Il y a eu beaucoup d'épreuves. Nous avons lancé plusieurs épreuves
une dizaine d'épreuves, avec des obstacles aussi, et c'était une réussite. Ils ont pu explorer, ils ont pu découvrir l'île Moucha. Je peux rajouter aussi que c'était un événement qui concernait surtout des activités physiques et avec des activités de réflexion. Nous avons pensé aussi au nettoyage parce qu'il faut préserver l'environnement. Et nous avons pensé au nettoyage, tout le monde a participé, les ministres en personne. Nous avons nettoyé les plages dès que l'événement est fini. Et sans transition à ces sujets, notre équipe de reporters a recueilli les réactions des gagnants. Moi, c'est Souhaif Fahad Ali. Aujourd'hui, on se trouve à l'île de Moucha. On a eu l'occasion de participer à la chasse du grand trésor. Les activités étaient incroyables. Il fallait beaucoup de cardio. Je félicite l'équipe Orange qu'ils ont gagné. Mais nous aussi, on a bien participé. On était toujours en tête. Mais ils ont quand même gagné sur un coup d'hasard à la fin. Fallait trouver la clé qui se trouvait quelque part dans la mer. Ils l'ont trouvé et voilà, ils ont gagné. Cette opportunité de participer à cette occasion et de se défouler. J'espère que cette chasse au trésor se reproduira l'année prochaine à une date différente. L'actualité dans les régions de l'intérieur. Nous commençons avec Dikil, avec cette cérémonie exceptionnelle de distribution de matériel d'entraînement qui a eu lieu aujourd'hui à la ville de l'Unité, marquant une étape significative dans le développement sportif de cette région. Un événement organisé par le président du club de première division de Dikil, Mahdi Momin, qui a rassemblé diverses personnalités et acteurs clés du sport local. Le préfet de la région de l'Unité était également présent à l'événement. Le responsable du ministère du Sport également était venu en nombre. Ces matériels d'entraînement vont grandement contribuer à l'amélioration des performances de nos jeunes athlètes. C'est ce qu'a déclaré le préfet de la région de l'Unité. Une cérémonie qui a également vu la participation du vice-président du conseil régional de Dikil, le sous-directeur du secrétariat d'État chargé des sports, le président de la Ligue régionale ainsi que les autorités locales et coutumières. Les équipes de la Ligue, les femmes, les commerçants et les représentants des ministères sectoriels étaient également présents à l'événement, témoignant de l'importance de cet événement pour toute la communauté dikiloise. L'ensemble de ces initiatives souligne l'engagement profond de M. Moumine et de l'association du club de première division de la ville de l'Unité envers le développement du sport dans la région. Le sous-directeur du secrétariat d'État chargé des sports nous a fait donc part que ces efforts contribuent, selon lui, à faire de la ville de l'Unité un centre sportif d'excellence. Voici ses propos. Les différentes équipes ici présentes, c'est un lot très important. Franchement parler, c'est un lot très important, tant attendu, et qui vous servira un moyen, un support d'entraînement afin d'améliorer votre performance au niveau que ce soit tactique et technique. Pour cela, j'aimerais dire un seul mot, sans m'attarder, préservez-les, gardez-les. Ne les jetez pas à l'eau, ne les donnez à personne. Ça, c'est un bien, et un bien, ça se conserve, ça se garde et ça se préserve. S'il vous plaît, ne dites pas que demain je l'aurai, mais gardez-le comme si vous ne l'aurez plus jamais. Et que ça sert pour vous, et que ça sert d'exemple, et que demain, le FC Dikil puisse revenir et d'autres institutions puissent revenir et donner encore à d'autres équipements. Ça, c'est le conseil que j'aimerais donner. Bon, j'aimerais dire qu'aujourd'hui, on est phase d'initiation dans les sports de Dikil. On souhaite améliorer et avoir des performances et des perfections, et ainsi des visions encore lointaines. Selon Mahdi Boumine, cette stratégie vise à améliorer les infrastructures sportives, à renforcer les capacités des entraîneurs et des arbitres et à accroître la visibilité des jeunes talents en foot, l'athlétisme et autres disciplines. Elle inclut également, selon lui, la mise en place de structures et de plateformes pour permettre à tous les jeunes de s'améliorer et de devenir compétitifs. C'est avec une grande joie et une immense fierté que nous nous réunissons aujourd'hui pour cette cérémonie de distribution de matériel d'entraînement. Cette initiative n'est pas seulement le fruit de notre volonté commune de promouvoir le sport, mais aussi le résultat concret de notre engagement
envers le développement de nos jeunes talents. Lors de notre dernière réunion, le 9 septembre 2023, vous m'avez exprimé votre besoin en matériel d'entraînement pour améliorer les performances de vos équipes. Je suis heureux de pouvoir répondre positivement à cette demande aujourd'hui. En tant que président de l'association du club de première division de Dikil, il est de mon devoir et de ma responsabilité de soutenir toutes les équipes de notre région pour qu'ensemble nous puissions élever notre niveau de jeu. Cette distribution des matériels s'inscrit dans le cadre de notre stratégie quinquennale qui vise à, de 1, améliorer les infrastructures sportives, de renforcer les capacités de nos entraîneurs et nos arbitres, accroître la visibilité de nos jeunes talents en football et dans toutes les autres disciplines sportives. Je suis également ravi d'annoncer que, grâce à notre collaboration avec la Fédération djiboutienne de football, notre complexe sportif sera bientôt lancé, Inch'Allah Ta'ala. Il va passer en commission de la FIFA en juillet et avant novembre, Inch'Allah, nous assisterons au lancement de travaux du terrain de Dikil, Inch'Allah. Et dans les régions nord du pays, notamment le village de Eto, qui a vécu donc un événement mémorable avec la tenue d'une cérémonie solennelle marquant l'abandon des mutilations génitales féminines, les MGF. Cette célébration s'inscrit dans le projet de renforcement de l'engagement communautaire contre la malnutrition et les MGF lancé par l'Association des femmes de Tadjoura avec le soutien de l'UNICEF et a vu la participation de nombreux acteurs essentiels, y compris des leaders associatifs, le préfet de la région Mohamed Abbas et le président du conseil régional Omar Hussein ainsi que le député de la région Omar Adan, des chefs traditionnels et les autorités administratives de la ville blanche. Les discours des officiels empreints d'éloquence ont réaffirmé leur soutien ferme à l'initiative et ont souligné l'importance cruciale de renoncer à toute forme des MGF, les mutilations génitales féminines, pour le bien-être et la dignité des femmes et des filles de la région de Tadjoura. Je voudrais vous remercier tout d'abord pour l'accueil très chaleureux. Je suis très émue d'être là aujourd'hui et d'observer toute cette mobilisation. Je suis très émue d'être là aujourd'hui pour discuter de la thématique des mutilations génitales féminines. Je voudrais commencer par remercier tous les officiels ici présents d'être venus, d'avoir fait le déplacement pour parler mutilations génitales féminines. Remercier la communauté d'Auteuil, bien évidemment tous les leaders. Merci pour votre accueil et merci pour votre engagement. Et je voudrais aussi appuyer les efforts de Madame Hasna, de toute l'association des femmes de Tadjoura, qui fait un travail formidable pour la lutte contre les mutilations génitales féminines et la lutte contre la malnutrition. Un grand bravo à l'AFT. La présidente de l'Association des femmes de Tadjoura, Mme Hasna Hassantou, s'est dit donc réjouie de cette cérémonie. Elle a par ailleurs indiqué que les habitants de la localité de Auteuil nous ont promis qu'ils vont désormais cesser cette pratique néfaste à la santé des jeunes filles, qui est la mutilation génitale féminine. Elle a également remercié les femmes membres de l'Association des femmes Tadjoura qui ont participé activement à l'organisation de cette cérémonie. Elle a également remercié les bailleurs de fonds qui est effectivement l'UNICEF, un partenaire clé pour le développement de nos activités, a-t-elle martelé. Pour sa part, le député natif de la région, notamment dans la localité de Dorra, a éclairci que les mutilations génitales féminines est un drame auquel il faut lutter continuellement car elle affecte la santé des jeunes filles et des femmes lors des accouchements. Fin de citation. Le président du conseil régional Omar Hussein et le préfet de la région de la ville blanche se sont donc tour à tour exprimés à nos micros. Voici leurs propos. L'activité de l'association et de sa présidente Hasna Hassantou fait un travail remarquable dans la région. Et c'est le but de notre déplacement, c'est pour l'encourager. Et en même temps remercier les partenaires qui s'activent dans l'éradication de l'MGF.
On les exhorte à poursuivre, parce qu'il n'y a pas que Troy. La région est importante et grande. Et d'après tous ces applaudissements que je vois que Troy est convaincu. Et nous aimerions aussi que ces femmes, tous présentes ici, puissent aussi convaincre le reste de la région. Et je remercie tout le monde et je demande à ce que ce travail soit continu et que nos partenaires nous appuient. J'aimerais vous faire part en premier lieu de notre présence pour pouvoir honorer des thèmes qui ont été abordés ici à Outroy, en particulier à travers l'association AFT dont la présidente Hassan Hassantou. Il me semble qu'elle intervient dans plusieurs localités en termes de MGF plutôt, et la nutrition. Elle fait un travail remarquable, comme l'a bien souligné le président, à laquelle elle apporte ce qu'on appelle une formation à la carte. C'est-à-dire, elle donne, elle informe, elle sensibilise sur les méfaits du MGF à la population le plus reculée de la région. Nous en sommes témoins aujourd'hui qu'elle apporte un édifice pour pouvoir relever les défis auxquels les femmes dont souffrent les femmes. Et aujourd'hui, nous sommes ici présents pour être témoins de la signature de la charte d'engagement par 50 personnes volontaires issus du village de Troy. Il me semble que cette information va être relayée au reste des localités avoisinantes et même au-delà de la région. À Hayou, où l'association Bukai a clôturé un atelier de formation sur les violences basées sur le genre et les mutilations génitales féminines. Un atelier qui a duré 3 jours et qui vise à renforcer les connaissances sur les droits des femmes avec un accent particulier sur les questions relatives aux violences basées sur les genres. L'association Bukai est une organisation non gouvernementale dédiée à la promotion des droits des femmes et à la lutte contre les violences basées sur le genre, notamment dans la région de Hayou à Obok, à travers des initiatives de sensibilisation, de formation, des plaidoyers. L'association œuvre pour un environnement où chaque femme peut vivre sans peur de violence ni de discrimination. Financé par l'USAID à travers la compagnie Kaizen, ce projet bénéficie de l'expertise des consultants nationaux spécialisés dans ces domaines. Un atelier qui s'adresse également aux jeunes volontaires du groupe d'alerte de l'association qui seront formés afin de sensibiliser les populations des différentes sous-préfectures et des localités les plus éloignées dans la région d'Obok. Organisée par l'association Obuki, centrée sur les violences basées sur les genres et les mutilations génitales féminines. Durant ces 3 jours, nous avons acquis des connaissances précieuses que nous partagerons avec d'autres communautés locales. Nous tenons également à remercier USAID pour leur soutien financier ainsi que la société Kaizen pour leur appui technique. Nos remerciements et notre reconnaissance vont à l'endroit de l'association Obuki pour avoir organisé cette session riche en connaissances, riche en informations et pleine de découvertes. Un mot de sport à présent où la Fédération djiboutienne de karaté célèbre le triomphe de ses athlètes au championnat d'Afrique de karaté de la région Est. La Fédération djiboutienne de karaté FDK est fière d'annoncer que ses athlètes ont remporté des médailles prestigieuses lors du championnat d'Afrique de karaté de la région Est qui s'est tenu du 6 au 9 juin dernier donc à Antananarivo, à Madagascar, dans une démonstration remarquable de compétences et de détermination.
Nos compétiteurs ont brillé dans leurs catégories respectives. Nous sommes ravis de partager que nous avons remporté la médaille d'argent dans la catégorie des moins de 60 kg avec Mounir Ismail Mahmoud et la médaille de bronze dans la catégorie de moins de 67 kg avec Assem Adnan Saïd. C'est ce qu'affirme annoncé Abdelkader Burhan Kananou, président de la fédération. Personne ne croyait, mais au moins on est venu avec des médailles. Ça va donner la chance à d'autres karatékas qui sont restés au pays de vouloir participer à leur tour. Et franchement, merci. C'est une fierté parce que ce n'est pas une double fierté, mais c'est une triple fierté parce qu'en même temps, nous avons aussi notre coach qui a réussi son examen, coach officiel, parce qu'avant on n'avait pas un coach officiel. Aujourd'hui, nous avons un coach officiel. Dieu merci. Et voilà, on est vraiment hyper contents, très heureux. Et Inch'Allah, j'espère qu'on va continuer ainsi. Les jeunes athlètes se sont également exprimés en ces termes. Moi, je m'appelle Mounir Ismail Mahmoud et lui, c'est Assem Adnan Saïd. On est là pour vous dire qu'on a gagné une médaille argent et une médaille bronze. Deuxième place, troisième place. Donc, on voulait plus que ça, mais ça reste une victoire. Défendre les couleurs des Djiboutiens et tout. La prochaine fois, on reviendra, mais avec des médailles d'or. Oui. Inch'Allah. Je suis très content des athlètes, des résultats des athlètes. Ce que je demande, que les athlètes encore travaillent encore plus, pour ramener encore plus de médailles. Et rehisser encore le drapeau une deuxième fois dans d'autres pays. Et bon courage pour les athlètes. Et on attend les autres aussi. Pour clore l'actualité nationale avec la saisie de 2000 kg de canne de contrebande par la douane d'Ali Sabié en collaboration avec les éléments de la police, détachement Ali Sabié et l'armée Bias, qui a donc saisi cette cargaison à proximité du secteur du chef-lieu. Selon la procédure standard en vigueur, cette quantité a été détruite sur place et ce, en présence du chef de la brigade de douane d'Ali Sabié, Mohamed Moumin Hassan. Pour rappel, chaque semaine, des quantités énormes de canne non autorisées à importer et à vendre dans les marchés nationaux sont saisies et brûlées par les corps en uniforme de la région d'Aska. En Somalie, avec cette conférence qui s'est tenue donc à la capitale Mogadiscio, afin de discuter de la manière dont le gouvernement et les différentes parties de la communauté somalienne peuvent travailler ensemble pour mettre fin aux fausses nouvelles et à l'incitation au conflit. Le ministère de l'Information de la Somalie a organisé cette réunion qui est importante pour ce pays frère et ami en ce moment, compte tenu de la propagation des fausses nouvelles et des personnes qui utilisent les médias sociaux afin d'inciter le public, en particulier les tribus. Le ministre somalien de l'Information, Daoud Awes Jama, a ouvert la conférence qui devrait se tenir pendant 2 jours à Mogadiscio, expliquant l'importance pour les Somaliens à cet événement. L'armée israélienne, je vous le disais en titre, lance une offensive à grande échelle et sans précédent contre le camp de Nuseirat. L'armée israélienne a lancé ce samedi une offensive à grande échelle et sans précédent contre des camps de réfugiés de Nuseirat et différents secteurs de la bande de Gaza. Depuis le 7 octobre, Israël mène une guerre à outrance dans la bande de Gaza qui a fait plus de 120 000 victimes civiles entre morts et blessés, en majorité malheureusement des enfants et des femmes, et près de 10 000 personnes portées disparues dans un contexte de famine et de destruction massive selon les données de l'Organisation des Nations Unies. Et dans ce sens, la République de Djibouti condamne avec la plus grande fermeté ce massacre sanglant et atroce perpétré par les forces d'occupation israéliennes dans le camp de réfugiés de Nuseirat dans la bande de Gaza par un communiqué envoyé par le ministère des Affaires étrangères djiboutien. Le communiqué indique que cet événement a causé la mort et des blessures des centaines de Palestiniens, pour la plupart des femmes et des enfants, en violation flagrante du droit international humanitaire
humanitaire, des résolutions pertinentes des Nations Unies et des ordonnances de la Cour internationale de justice. Le communiqué affirme que la République du Djibouti, que la poursuite du terrorisme d'État organisé et des crimes de génocide commis par l'occupation israélienne contre des civils sans défense nécessite une enquête des responsabilités et des sanctions en vertu du droit pénal international. La République de Djibouti demande également à la communauté internationale et au Conseil de sécurité d'agir immédiatement et de toute urgence pour mettre fin à ces crimes horribles systématiques contre le peuple palestinien frère et de contraindre l'État d'Israël en tant que puissance occupante à se conformer aux règles du droit international et du droit international humanitaire ainsi que de cesser son agression brutale et sa guerre barbare contre la bande de Gaza. Fin de citation. Voilà pour l'essentiel de ce 22h. Merci donc à vous de nous avoir suivis et très bonne suite des programmes sur Télé Djibouti.